Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être avec nous sur Teler TV et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hebdo de Teler TV dont voici les principaux titres. La mesure qui interdisait le président de l'UPC, Paul Makaya, de sortir du territoire congolais vient d'être levée. C'est désormais officiel. Les 6 Congolais qui ont trouvé la mort dans les geôles du commissariat central de Brazzaville avaient été torturés d'après les résultats des autopsies réalisées sur les corps des victimes. Nous parlerons également des 600 corps qui traînent dans les morgues de la seule ville de Brazzaville. Voilà pour l'essentiel des titres de cet hebdo magazine. À la présentation, vous l'avez probablement compris, c'est moi, Christian Perrin. Comme annoncé dans les titres, plus de 600 corps seraient abandonnés dans les morgues de la seule ville de Brazzaville. L'information avait été révélée par le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki, répondant aux questions du Sénat congolais le 3 décembre dernier. Une situation qui inquiète pratiquement tous les Congolais qui s'interrogent sur les causes de l'augmentation vertigineuse du taux de mortalité au Congo-Brazzaville. Une tentative de réponse dans ce reportage. Le Congo-Brazzaville vit les heures les plus sombres de son histoire, un pays en totale crise socio-politique, économique et sécuritaire sans précédent. Ajoutez à cela la crise sanitaire due à la nouvelle pandémie à coronavirus. Conséquence immédiate, des morgues saturées de plus de 600 cadavres dans la seule ville de Brazzaville. De quoi serait-il mort finalement en un si laps de temps? Plus d'un Congolais s'en inquiète. Rappelons que les morgues de Brazzaville n'en sont bien entendu pas à leur première épreuve du genre. Elles s'étaient déjà retrouvées avec 575 corps abandonnés alors que, dans la culture congolaise, même morts dans les conditions d'extrême pauvreté, les Congolais n'abandonnent que très rarement les dépouilles des leurs. Le problème se trouve donc ailleurs. Plusieurs facteurs nés sous le régime de Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir par les armes peuvent expliquer ce phénomène des centaines de cadavres abandonnés dans les morgues de Brazzaville ou de Pointe-Noire, parmi lesquels les exécutions sommaires devenues courantes à Brazzaville et à Pointe-Noire où la police congolaise, la gendarmerie et la brigade d'intervention tuent, exécutent froidement les jeunes dont ils abandonnent finalement les corps nuitamment dans les morgues des grandes villes, tous les jours ou presque, sous le prétexte de la lutte contre le grand banditisme. Regarde ici, yo. D'autres dépouilles sont probablement celles des victimes des tortures systématiques dans les prisons congolaises que la police part également jeter dans les morgues de Brazzaville. Samedi na tongo propriétaire na biso akende komona papa dans la parce que ba beta qui est na ba chikote même na ba fille de faire na kati ya ba chikote à prison lela botikanga albaka ko bomanga botikanga awata ko bomanga yi c'est ko zona tuke conformer ba famille zona c'est ko zona ba et comme la peine ça et comme former before et papa alors que tu vas de l'argent il y a pas de manjanja na kapona bango pe na voiture ba pe na marqué JRB ale ba ba mbese ko wana na njele ngona ba ko tika chance motasara na la mort kuna dali dans ta quartier amoni longa papa yango yo ko informer biso ko zonga tendanga kuna bango ba se ba kimaki tendanga tous na la police kuna ba la activité ba liste ba la ba ki kuna te attention kuna rimboshi tandis que ça va kakakie abotele na ba beki nyosa. Les dépouilles dont le retrait par les familles est conditionné par le paiement d'une rançon de 300 000 francs CFA.
Le récent exemple de ces massacres organisés est le drame du commandement du territoire des forces de police de Brazzaville où 6 Congolais ont trouvé la mort des suites de tortures dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021 et dont les corps ont été jetés à la morgue du CHU de Brazzaville. Il convient également de rappeler que certaines familles des victimes sont interdites d'organiser les deuils en hommage des leurs et, dans d'autres cas, elles sont tenues de payer la somme de 50 000 francs CFA par balle reçue par la victime. Pourquoi s'étonner donc des 600 nouveaux corps abandonnés dans les morgues de Brazzaville? Malade et très affaibli après plus de 3 ans d'incarcération arbitraire, le président de l'UPC, Paul Makaya, était également interdit de sortie du territoire congolais. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la mesure vient d'être levée. Les 6 Congolais décédés dans les geôles du commandement du territoire des forces de police de Brazzaville avaient été torturés. C'est ce qui ressort, les résultats des autopsies réalisées sur les corps des victimes, les autopsies demandées par le Centre d'action pour le développement. Voilà qui vient contredire la version du gouvernement congolais qui, par la voix de son porte-parole, Thierry Mungala, avait mis en avant la thèse d'un accident par étouffement. Les 4 corps identifiés ont été autopsiés. Et la nouveauté dans ce dossier, c'est que l'autopsie révèle finalement qu'il ne s'agissait pas des morts accidentelles, mais bien entendu des morts provoquées par le comportement des policiers. Donc ces personnes sont décédées des suites des coups et blessures volontaires. Nous, on parlera de la torture et des mauvais traitements, mais vu que la loi congolaise ne prévoit pas de crime de torture, on parlera des coups et blessures volontaires. Mais si on associe les conventions et les traités ratifiés par la République du Congo, on est bien en droit de parler de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants. Lorsqu'on suit la réaction officielle du gouvernement, le chiffre de 6 décès, personne ne le conteste. Donc, on peut affirmer que au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 4 au 5. Mais à mesure que nos recherches avancent, on se rend compte que le mystère s'alourdit autour du nombre de décès. Parce que il y a des sources qui nous indiquent qu'il y aurait plus de 6 décès. Et d'où l'intérêt d'une commission d'enquête indépendante qui va travailler et qui va s'intéresser sur ce volet et faire la lumière sur le nombre exact des décès. 10 ans après, les sinistrés des explosions des casernes d'Empila ont tenté d'organiser une marche pacifique pour demander à réparation. Malheureusement, la marche a été reprimée à coups de gaz lacrymogènes et des balles réelles. 2 jours après, nous apprenons qu'ils ont été reçus par le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso qui leur a promis le paiement d'1 milliard de francs CFA d'ici à la fin de l'année 2021. Mais sur quelle base? À ce sujet, je vous propose d'écouter Maître Amédée Ngonga, avocat au barreau de Paris, qui suggère d'aller droit à la justice pour finalement être indemnisés. S'ils veulent être considérés comme des victimes ayant subi des lésions par rapport à leurs droits, ils n'ont pas un autre chemin que celui de déposer plainte, d'abord dans un premier temps pour les assassinats, plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que je me fais entendre? Pour être reconnu comme victime et faire en sorte que les événements du 4 mars ont pu exister et qu'il y a eu des morts et qu'il y a des sinistrés, qu'il y a des mutilés, il faut aller déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges du tribunal de grande instance de Brazzaville. Ils ont payé 14 000 milliards.
Donc, vous voyez que ces gens-là ont pillé 14 000 milliards, mais ils ne sont même pas capables d'entretenir ces sinistrés-là sur le plan, j'allais dire, juridique. Donc, ils préfèrent les voir mourir pour ne pas bénéficier des 14 000 milliards qu'ils ont dilapidés au lieu de s'occuper de ceux qui ont péri et de ceux qui connaissent les difficultés actuelles. Donc, si vous voulez, en ayant le statut de victime devant la juridiction, avec une requête en dédommagement déjà, ils peuvent demander une provision. Maintenant, je ne dis pas que le tribunal va accorder les 14 milliards de provision, mais en tout cas, en fonction du nombre, il est bien possible, et c'est régulier, qu'ils demandent dès l'instant qu'ils ont introduit des requêtes en dédommagement, déjà pour se faire reconnaître comme victime, d'accord? Et ensuite, donc, demander une provision, cela est tout à fait régulier. Et cela deviendrait une créance en bonne et due forme. Et créance, je vais vous étonner encore, créance qu'on peut négocier devant les institutions internationales parce que c'est devenu une dette interne. Et ces personnes-là, les victimes donc, peuvent se faire dédommager sans passer par l'État. Ce qui m'amène donc à dire qu'ils doivent se constituer. Jusqu'à présent, ils n'ont aucun statut. Ce n'est pas la peine d'aller se faire tuer. On se souviendra encore que le 25 octobre dernier, les membres du gouvernement Anatole Koliné Makosso présentaient leur patrimoine devant la Cour suprême. Mais selon le journal en ligne sacer.com du 27 octobre 2021, Jean-Jacques Bouya aurait déclaré un patrimoine de 262 millions de francs CFA. Claude Silou, 80 millions de francs CFA. Pierre Babiala, 50 millions de francs CFA. Et Anatole Koliné Makosso, 45 millions de francs CFA. Voilà qui peut paraître comme un théâtre de chez nous. Georges Goma y revient. Octobre dernier, les turiféraires du régime dictatorial en place à Brazzaville se sont livrés à une tragicomédie de ce qu'ils ont amusément appelé « déclaration de patrimoine ». On s'étoufferait presque de rire tellement que la farce est trop niaise. Dans les pays normands, la déclaration de patrimoine est un incontournable acté. Avant toute prise de fonction officielle, elle est obligatoire pour les élus, afin de recenser leurs biens mobiliers, immobiliers et financiers. Chez Sassou et sa bande de resquilleurs spolieurs, on joue les simagrées. On dit, on écrit, on inscrit, pour entuber la communauté internationale quand on a fini de soumettre les Congolais à l'intérieur du pays. Inscrites pourtant dans leur propre constitution, les déclarations de patrimoine n'avaient jamais été actées et pour cause. La tragicomédie qui illustre la fameuse déclaration de patrimoine n'a pour effet que de forcer à trafiquer l'image d'un pays complètement disloqué et qui ne peut être restauré que par une nouvelle gouvernance extirpée des miasmes d'un système gangréné à l'extrême et qui ne peut plus jamais opérer. La déclaration de patrimoine d'un Djibril Bopaka qu'on vient hélas d'arracher à l'affection de ses proches est une déclaration franche, bâtie à la force du travail, donc des milliards justifiés. Alors, du balai des gens du régime mafieux qui se sont succédés devant Bouka, haute turiféraire chargée de travestir la règle du droit, pourquoi leurs déclarations ne sont-elles pas rendues publiques? Pourquoi ne justifient-elles pas l'origine de leur patrimoine financier, mobilier et immobilier? Comment ces personnes peuvent-elles justifier leurs déclarations chiffrées en millions de francs CFA seulement et se prévaloir d'immenses patrimoines en milliards? Cette tragicomédie devrait s'arrêter et les Congolais qui assistent impuissants au siphonnage de leurs ressources devraient prendre à bras-le-corps leur destin en main. Que reste-t-il de l'école congolaise? En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que le système congolais est à terre. Loriquet, une de nos reporters, s'est intéressée sur deux aspects qui plombent ce système, notamment celui des faux diplômes et du délabrement des infrastructures scolaires. Reportage. On n'a pas deux universités. C'est mon mari. C'est mon mari. On avait trois ou deux universités. On voulait même pas Denis Sassou Nguesso, c'est seulement cette année. Jadis berceau de l'alphabétisation en Afrique subsaharienne, l'éducation était parmi les secteurs prioritaires au Congo.
En effet, dans les années 80, le Congo était classé parmi les pays les plus scolarisés d'Afrique noire, avec plus de 90% de gens sachant lire et écrire. Notre pays, qui comptait l'un des taux les plus élevés d'universitaires et qui a formé la plupart des élites d'Afrique, vit actuellement des heures sombres. Depuis plusieurs décennies, notre système éducatif s'est fortement dégradé et nous accusons aujourd'hui un déficit très inquiétant en matière de scolarité. La belle époque a pris fin dès l'accession au pouvoir des régimes socialistes totalitaires et tribales qui ont œuvré à la dégradation du système éducatif congolais. Cette dégradation trouve en partie son origine dans la vétusté et le délabrement des infrastructures scolaires, le vieillissement et la démotivation du corps enseignant, le faible niveau des enseignants, mais aussi la corruption qui gangrène l'éducation nationale. Malgré une année 2013 proclamée année de l'éducation de base et de la formation professionnelle et un budget colossal attribué à l'éducation nationale, les fraudes et la corruption pendante ne permettent pas aux gestionnaires de l'école congolaise de redresser la barre et d'arrêter l'hémorragie. Un phénomène pernicieux est en train de se généraliser sous nos yeux, la corruption qui creuse les inégalités. L'ascenseur social ou la soi-disant méritocratie congolaise d'antan disparaît progressivement pour faire place à la nouvelle stratégie qui consiste à favoriser la médiocrité au travers de la corruption qui est orchestrée et institutionnalisée. C'est une autre façon de contrôler la société et un moyen efficace de conservation du pouvoir. Car lorsque l'école n'instruit plus, n'éduque plus et ne prépare plus à l'insertion sociale et professionnelle, le pays ne peut émerger ni se développer. Et les populations privées d'éducation ne peuvent pas prendre part au développement de leur environnement social, économique et politique. Cette stratégie de l'abrutissement des masses est payante, au regard du taux de déperdition élevé dans le système éducatif congolais et dans la société tout entière. Au cours de cette dernière décennie, les fraudes aux examens se sont multipliées, obligeant même le gouvernement en 2014 à faire annuler les épreuves du baccalauréat à cause de fraudes massives. Cette annulation avait provoqué des échauffourées dans plusieurs villes du pays et avait fait un grand bruit dans la presse locale et internationale, discréditant ainsi tout le pays. Ça nous fait très mal d'annuler les examens. Pendant 9 mois, on a fréquenté, on était à l'école, on a travaillé, on a fourni des nuits blanches. Arrivé là, on annule l'examen. Vraiment, c'est pas normal. Vraiment, c'est une honte pour la nation, premièrement, parce que annuler l'examen pour un jour, c'est insensé. Cela prouvait une incapacité, vraiment, de gérer le ministère. La corruption s'étend également au concours d'accès à la fonction publique. La plupart de ces concours se déroulent à l'insu de tous et seuls les privilégiés sont informés afin qu'il n'y ait pas trop de candidats. De l'avis des Congolais, le manque de communication autour de ces concours est une volonté des autorités de réserver les places à leurs proches parents. La grande majorité des candidats au concours sont pistonnés et ceux qui n'ont pas de puissants parrains se voient dans l'obligation de payer des sommes astronomiques, plus de 3 millions de francs CFA pour l'obtention des concours de l'INSA, encore appelée Faculté des sciences de la santé, de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Et pour les autres concours, ces montants varient selon la catégorie et les débouchés offertes. La fraude est telle qu'elle ne semble plus étonnée. Le passage dans les classes se négocie sous les alcôves, le plus souvent en numéraire, mais parfois, au dire de certains élèves et étudiants, en nature. Les faux diplômes courent les rues comme le pain sur les étals du marché. Tous ces faits de fraude indéniable qui dévaluent l'éducation nationale ne semblent pas émouvoir le gouvernement qui est lui-même coutumier des faits. Comme vous le savez, les syndicats ont pour vocation de défendre les intérêts des travailleurs. Mais au Congo-Brazzaville, c'est tout le contraire. Ils s'illustrent plutôt à étouffer toute forme de revendication sociale, nous dit l'Homme des gens. Dans son rapport publié le 19 avril 2021, Amnesty International dénonce notamment des violations du droit à la santé et la répression des défenseurs des droits humains en République du Congo. L'ONG affirme que le pouvoir de Brazzaville conduit une répression contre ceux qui dénoncent les conséquences de la crise économique sur le quotidien de la population et notamment sur l'accès à la santé. Le vol permanent des deniers publics par le clan Denis Sassou Nguesso depuis 1998 a provoqué une crise sociale et économique sans précédent. La faiblesse des budgets publics a eu des conséquences brutales sur la vie des populations. Le fait que le personnel soignant ne soit pas payé, le fait que des hôpitaux n'aient pas été construits, il y a eu forcément des conséquences sur les patients avec des structures sanitaires dans un état dégradé. C'est le cas notamment du CHU de Brazzaville. On a pu constater que du matériel était défectueux avec des pénuries d'eau, des manques d'accès à l'électricité avec des conséquences très graves.
Certains respirateurs ou certains services s'arrêtent quand il n'y a plus d'électricité. Malgré les annonces des autorités et malgré la législation existante, la gratuité des soins qui est prévue par la loi n'est pas assurée. La crise a aussi fortement touché les retraités, les fonctionnaires et les étudiants boursiers à l'étranger. Tous ces retards de paiement que les autorités congolaises justifient par les déficits budgétaires. Toute cette crise et toutes ces justifications de manque d'argent se font quand même dans un contexte d'affaires judiciaires qui ont touché la famille de Denis Sassou Nguesso en France, en Suisse, mais aussi des révélations dans les Panama Paradise et Pandora Papers. Devant cette situation de crise, que font les centrales syndicales? Il s'agit notamment de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, de la Confédération syndicale du Congo et de la COSILAC. Le syndicalisme congolais connaît un essoufflement depuis le retour de Sassou au pouvoir. L'affaiblissement du droit de grève vient des pratiques déployées par le système dictatorial qui ne valorise ni la liberté syndicale ni la démocratie sociale. La grève ayant pour objectif la défense des intérêts collectifs et professionnels des salariés, elle est illicite et abusive lorsqu'elle sert les intérêts politiques. Or, il nous parvient des bruits sur l'existence d'un système mafieux de corruption qui serait constitué d'une cellule mixte composée des syndicalistes des grandes centrales, policiers et membres du gouvernement pour briser les grèves. Pourquoi des grèves sont-elles arrêtées quand le gouvernement ne tient pas ses promesses? Des mois entiers, voire des années sans salaire, pension ou bourse. Agir comme cela, messieurs les syndicalistes, est criminel. En octobre dernier, le ministère des Transports, en collaboration des brasseries du Congo, démarrait une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'alcool au volant. Objectif, réduire le nombre des accidents de la route qui tuent beaucoup au Congo-Brazzaville. Dans le même sens, je vous propose un reportage de Georges Goma sur l'insécurité routière. Vous avez dit transport au Congo-Brazza? Eh bien, transportez-moi, outre-Tambe. Ça roule et ça roule à tombeau ouvert. À l'observation, le Congo des 20 dernières années est une véritable hécatombe en matière de sécurité routière. Il ne se passe pas un jour sans déplorer des morts sur des routes construites tant vantées au Congo, mais des routes meurtrières. De la nationale 1 à la nationale 2, des accidents terribles dont de gros frissons. 30 782 accidents répertoriés en 5 ans. À ce rythme-là, il y a vraiment danger. Mais à qui la faute? À qui la responsabilité? C'est qui le meurtrier? De prime abord, des usagers sont désignés comme responsables. Leur comportement sur la route est mis à l'index. Alcoolémie, excès de vitesse, inconscience, occupation anarchique des trottoirs, encombrement des routes, etc. Mais sont-ils en réalité les seuls responsables? La gouvernance en sécurité routière a aussi une grosse part de responsabilité, certainement la plus grande. Des routes mal construites et exiguës, là où on aurait pu construire des autoroutes à 2 voies de circulation, l'absence des trottoirs dans les centres urbains, l'insuffisance des feux de signalisation, l'état médiocre des véhicules autorisés à la circulation, les surfacturations à des ouvrages de piètre qualité expliquent l'état des choses. Par ailleurs, les faux permis de conduire laissent supposer l'existence de réseaux mafieux de corruption, participant ainsi à l'aggravation du problème. L'absence d'un budget pour financer des activités de prévention donne le quitus au projet funeste de laisser mourir les Congolais sur des routes de plus en plus dangereuses. L'organisation de la prévention en sécurité routière par une politique plutôt du tout répressif à la place d'une politique rigoureuse de la circulation et des transports est facteur de mortalité sur les routes. Les morts des routes semblent devenir un enjeu politique au Congo-Brazzaville. Tout comme il semble que les hôpitaux produisent leur stock de cadavres, les routes font aussi leur part. Parlons santé à présent. 750 000 personnes étaient visées par l'opération Coup de poing sur la campagne de vaccination obligatoire contre le Covid-19 avec pour objectif 30% de couverture vaccinale à la fin de l'année 2021 et 60% au premier semestre 2022. La campagne vient de prendre fin. Le gouvernement congolais s'en félicite d'ailleurs d'avoir atteint l'objectif, alors que une bonne partie des Congolais ont boudé cette campagne de vaccination faute
de transparence sur la nature et la fiabilité des vaccins proposés par le gouvernement congolais. Reportage. Beaucoup de choses ont été dites sur la crise sanitaire actuelle. Les flux d'informations, articles et interviews sur la COVID-19 abondent. Dans un tel contexte, il est difficile de mettre en perspective les décisions et actions mises en œuvre pour gérer cette crise et ses impacts. Mais au Congo-Brazzaville, le gouvernement ne fournit pas les informations ou données sur l'efficacité ou les effets secondaires des vaccins actuellement administrés aux populations. C'est l'opacité totale. Pourtant, ces données existent. Il incombe aux autorités congolaises de les mettre à la disposition des populations afin de dissiper tout malentendu. La population congolaise est assez mûre pour apprécier en son âme et conscience ces renseignements. La vaccination devant se faire sur la base du volontariat avec des mécanismes incitatifs et un accompagnement social. Seule une information claire et loyale est nécessaire pour obtenir le consentement libre et éclairé. Le gouvernement a suffisamment d'argent pour acheter des doses de vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna, seul vaccin avec une stratégie éprouvée et validée partout pour l'ensemble de la population. Oui, mais cet argent est planqué dans les paradis fiscaux. En effet, le prix d'une dose de Pfizer-BioNTech est fixé autour de 5,50 € pour l'Union africaine, d'après le journal Le Monde du 9 juin 2021. Donc, pour 5 millions d'habitants, le gouvernement aurait dépensé environ 30 millions d'euros, soit pour 3 doses environ 91 millions d'euros. Hélas, le club des 6 a volé et planqué plus de 4 milliards d'euros à l'étranger. Le peuple congolais a droit à la même qualité de vaccin contre la COVID-19 que les Occidentaux. Le Congo en a les moyens. Le manque de préparation humaine et matérielle met en évidence l'incapacité du gouvernement à maîtriser la situation. La crise devient systémique et fait remonter tous les mensonges d'un gouvernement qui n'est plus crédible. Pour gérer cette crise et ses extensions multiples, le gouvernement doit faire face à des enjeux essentiels. Paraître légitime dans la conduite de la gestion de crise et être considéré comme un acteur majeur, crédible, à qui on peut faire confiance. Ce n'est pas le cas. Restons dans la santé pour terminer. Vous l'avez probablement aussi constaté que la nouvelle pandémie à coronavirus semble cristalliser toute l'attention de la communauté scientifique par rapport au VIH-Sida qui pourtant, depuis 4 décennies, continue à faire beaucoup de victimes. Reportage, Loriquet. L'omniprésence du SARS-CoV-2, communément appelé Covid-19 dans les médias comme dans nos vies, donne à croire qu'il est le seul virus à être la cause d'une pandémie, alors que le virus du sida reste depuis 4 décennies une épée de Damoclès pour l'humanité. Bien que la pandémie de Covid-19 occupe depuis 2 ans le devant de la scène, elle n'en a pas fait disparaître pour autant celle du sida. En 2019, 38 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH, dont 23,500 millions en Afrique subsaharienne. Plusieurs études établissent que les personnes vivant avec le VIH ont, du fait de leur immunodépression, mais aussi de leur fréquente comorbidité, développé un risque de mortalité par Covid-19 2 à 3 fois plus élevé que la population générale. Cette vulnérabilité accrue persiste même lorsque les personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement antirétroviral efficace et ont une charge virale contrôlée au long cours. C'est pourquoi il est préconisé d'inclure les personnes vivant avec le VIH parmi les populations vulnérables devant être vaccinées au plus vite. L'attention particulière qui s'est portée sur la Covid au détriment du sida fait naître un sentiment d'injustice chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la rapidité de la mise à disposition de vaccins contre la Covid-19 et pas contre le VIH. Ça a été très difficile de rester audible sur la question du VIH. On est l'autre épidémie, celle dont on ne parle plus et dont tout le monde se fout, résume amèrement François Emery. Au Congo, la situation est catastrophique.
La courbe des infections au VIH a explosé de façon alarmante, d'autant que notre système de santé, déjà mis à rude épreuve par l'épidémie de coronavirus, ne tient plus qu'à un fil. Pourtant, les traitements désormais disponibles permettent aux personnes vivant avec le VIH de vivre en bonne santé et d'avoir une vie sexuelle sans la crainte de la transmission grâce à l'effet des antirétroviraux. Pour autant, cette avancée majeure n'empêche pas une réalité toute différente dans notre pays. La fourniture irrégulière des antirétroviraux, le faible nombre de structures d'accueil des personnes vivant avec le VIH attestent de l'absence de volonté politique et de stratégie à plus ou moins long terme pour lutter efficacement contre la pandémie. En 2021, au Congo, comme au début de l'épidémie, le sida touche particulièrement et de manière disproportionnée les homosexuels et bisexuels, les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes usagères de drogues injectables. Selon l'ONU-SIDA, ces communautés représentent en effet plus de 93% de nouvelles infections par le VIH. Le Congo est très loin de l'objectif mondial d'éliminer le VIH d'ici à 2030. Ce constat d'échec est en réalité la conséquence d'une molle volonté de nos décideurs politiques, plus promptes à la gabegie financière, à la corruption, à désigner des boucs émissaires qu'à respecter leurs engagements et les droits fondamentaux des personnes vivant avec le VIH. Eh bien voilà, c'est aussi la fin de ce magazine d'information sur TLR TV. Merci de l'avoir suivi, mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de le partager et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur TLR TV. Merci.